livre du jour. Ah, le livre du jour, je l'ai choisi évidemment pour cette Saint-Valentin. Ça s'appelle Mathématiques de l'amour. On va voir au téléphone dans un instant Thierry Maugenest qui est avec Antoine Oulou-Garcia. D'ailleurs, c'est Monsieur Oulou-Garcia qu'on aura au téléphone. Ils sont deux à avoir réfléchi au calcul, au nombre et aux mathématiques liées à l'amour. Et ça n'est pas bête, car effectivement, il y a une corrélation entre les maths. En tout cas, c'est ce qu'il nous explique, les maths et l'amour. Et donc, en cette Saint-Valentin, ça me paraissait très bien qu'on en parle ensemble avec Monsieur Oulou-Garcia dans un instant. Mais tiens, par exemple, ça c'est statistique, c'est prouvé, il y a un jour dans l'année où il y a le plus de rapports sexuels par rapport aux autres jours. Quel est le jour de l'année où il y a le plus de rapports sexuels? Le 1er janvier. Décembre. Pardon? 31 décembre. Ah, ça vous fait un bon souvenir, ça. Eh bien oui, c'est le 31 décembre. Bonne réponse. Dan Roumanoff, vous avez dit le 1er janvier, vous êtes sur un jour de retard, vous alors? Bah oui, mais généralement, en plus, le 1er janvier que le 31 décembre. Ah bah non, on fait 5, 4, 3, 2, et tout le monde, c'est comme ça que ça marche. Eh ben non, n'est-ce pas, Monsieur Oulou-Garcia? Bonjour. Bonjour. Il y a une explication à ça, pourquoi le 31 décembre? On sait que c'est le plus grand nombre de rapports sexuels, en fait, par quelque chose qui est dérivé, c'est ce qu'on appelle un proxy en mathématiques, c'est le fait qu'il y a un pic de naissance 9 mois plus tard. Ah voilà. Ah oui. Est-ce que ça veut dire que si on est né en septembre, ça veut dire que statistiquement, on a été fait à l'arrière d'une 2 chevaux un 1er janvier sous fond de feu d'artifice? Avec beaucoup d'alcool dans le sang. Oui, voilà, c'est ça. Ça donne des naissances dégénérées en septembre. Bah, je suis bien content d'être né en février, dites donc. Monsieur Oulou-Garcia, il y a autre chose d'inquiétant pour ceux qui espèrent aujourd'hui, en cette journée de Saint-Valentin, faire une belle rencontre. On a à peu près autant de chances de rencontrer quelqu'un que de communiquer avec une civilisation extraterrestre. Eh oui, ça c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. Alors bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'effectivement, si on modélise la probabilité de rencontrer quelqu'un ce soir, on peut essayer d'approcher ça et de montrer que c'est plus improbable que de rencontrer une civilisation extraterrestre. Alors, dans la modélisation qui a été faite, eh bien, en réalité, on peut suggérer aux mathématiciens qui l'ont faite de tout simplement être un petit peu moins difficile et d'avoir des critères un petit peu plus ouverts, en fait, et de s'ouvrir l'esprit. Et du coup, les mathématiques nous permettent aussi de comprendre que parfois, il faut sortir des mathématiques et il faut aller un peu plus vers le sentiment. Donc on peut rencontrer un extraterrestre ce soir, quand même. Et coucher avec. Oui, bah, évidemment. La fidélité, ça c'est intéressant. Vous dites la fidélité, elle est évidemment plus fréquente à la campagne qu'à la ville. Pourquoi? Parce qu'on est moins tenté, il y a moins de monde. Alors en fait, c'est pas qu'on soit fidèle, c'est que simplement on n'a pas le choix. En gros, c'est ce que vous dites. C'est ça, c'est l'occasion qui fait le larron et effectivement, les statistiques, là encore, nous permettent de comprendre que c'est tout simplement le nombre d'opportunités plus faibles et aussi le fait que dans des régions moins peuplées, on finisse par connaître à peu près tout le monde très rapidement. Du coup, si on est infidèle, ça risque de se savoir et c'est ça qui probablement fait effectivement que la fidélité est plus forte en campagne. Donc à Paris, il n'y a que des cocus si on vous écoute. Ça reste de l'ordre de la probabilité, donc ça veut dire qu'on ne peut jamais prévoir quelque chose sur une personne individuelle, on peut prévoir des choses sur des phénomènes de masse. Donc en fait, avec les probabilités, ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours s'en sortir en disant « Oui, mais moi, je suis dans ce qu'on appelle la queue de distribution. » Oui. Forcément. Sans mauvais jeu de mots. Et par rapport à l'âge, plus on vieillit, plus c'est compliqué. Alors Romanov commence à s'inquiéter. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle a une chance de retrouver l'amour statistiquement et avec vos probabilités? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de l'économétrie, c'est-à-dire quand on fait un modèle mathématique pour analyser la probabilité de rencontrer quelqu'un, on va mettre par exemple le paramètre de l'âge, sauf que le paramètre de l'âge va influencer directement le paramètre de la précision de ce qu'on vise, entre guillemets, donc de la cible qu'on peut viser dans une soirée. Et en fait, avec l'âge, on sait un peu mieux ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qui fait qu'on risque beaucoup plus de bien tomber que quand on est plus jeune. Ah, ça c'est pas mal quand même, vous voyez. Tu as des cibles, On trouve moins, mais on trouve mieux. Un mot sur les applications de rencontres. Là aussi, vous avez calculé le risque ou la chance, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, la statistique, la probabilité qu'on a de rencontrer un voisin.
Et oui, parce qu'au final, on cherche quand même des choses qui nous ressemblent. Et du coup, on a quand même beaucoup de chances de rencontrer des gens qui fréquentent les mêmes lieux, qui ont des mêmes aspects sociaux démographiques. Après, les applications de rencontre sont pleines de mathématiques, parce que vous avez des applications qui utilisent par exemple la moyenne géométrique et non pas la moyenne arithmétique pour pouvoir faire matcher deux personnes. Vous avez aussi des choses assez intéressantes concernant le speed dating, où vous avez très très peu de chances d'être le premier choix de la personne qui finira peut-être par aller avec vous. Donc on a une analyse mathématique qui est extrêmement riche dans la question de la rencontre. Et vous êtes en couple avec tout ça là ou bien? Moi je suis en couple, effectivement, j'ai même une petite fille de 6 ans, je suis même fidèle si ça peut vous rassurer. Et mathématiquement, vous allez vous faire larguer quand? Vous êtes fidèle parce que vous êtes sur l'antenne et que vous pouvez pas dire le contraire. Vous habitez à la campagne ou à Paris? Mais j'habite en Italie, donc c'est peut-être encore pire que Paris d'ailleurs. Antoine Oulou Garcia, il y a même des exercices dans votre livre Mathématiques de l'amour. Alors, je vais me permettre d'en livrer un parce qu'il est très court celui-là à mes camarades. Attention, vous avez le droit de prendre des notes parce que ça n'est pas simple. J'ai pris l'exercice Chercher l'amant. C'est un bon exemple. Vous êtes d'accord, Antoine Oulou Garcia? Absolument. Alors voilà, écoutez bien. Jonathan est convaincu que l'un de ses amis est l'amant de sa femme. Après les avoir interrogés, ses amis, il n'est pas plus avancé. Mais pourtant, il obtient un indice. Un seul de ses amis a menti. Attention, ce menteur n'est pas nécessairement l'amant. Écoutez bien. Ce n'est pas moi, lui dit Antoine. C'est Benoît, dit Georges. C'est César, dit Benoît. Georges ment, dit César. Quel est donc l'amant de la femme de Jonathan? Georges ment. Il a qu'à demander à C'est sa celui femme. qui dit. C'est celui qui a dit Georges ment, C'est c'est celui César. qui dit Georges ment. Pourquoi? Parce que il attaque. Et quand on Mais non, parce attaque, que- c'est qu'on veut se défendre. Comment peut-il savoir si Georges ment, sauf si c'est lui qui a... La solution, c'est bien César. Je crois que François Rollin a trouvé la bonne réponse, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Il y a une question de logique derrière. On peut se dire que voilà, si c'est Antoine qui ment, alors il y a d'autres personnes qui sont Benoît et Georges qui mentiraient également, et donc ça nous ferait trop de menteurs, etc. Et en fait, si on analyse toute la situation, je vous la résume pas ici, mais c'est effectivement César qui est l'amant. Parce qu'il a dit Georges ment, tout simplement. Ouais, ben moi j'avais trouvé, mais sans savoir pourquoi. C'est l'intuition féminine, sans doute. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir un 20. Vous avez 20 sur 20 en mathématiques de l'amour, chère Valérie Mérès. Il y a qu'un- C'est un petit livre amusant, en Je tout peux cas. poser une question, Laurent, Oui. s'il vous plaît? Allez-y. Oui, dans vos calculs, quelle est la probabilité qu'a une personne de rencontrer le grand amour durable de sa vie? Oui, ça effectivement, c'est une question importante sur laquelle on a travaillé. C'est compliqué à quantifier. Ce qu'on peut quantifier, c'est la probabilité de rencontrer quelqu'un, par exemple, qu'on a déjà croisé. Ce qu'on peut quantifier également, c'est l'idée de à quel moment il vaut mieux s'arrêter sur quelqu'un de fixe. Donc à partir de, combien d'ex il faut avoir pour espérer arriver au grand amour? Combien alors? Il faut s'arrêter à 37% de l'ensemble du nombre de personnes dont on estime qu'on pourrait sortir avec. Ah, Si Oh vous là là. pouvez- J'ai si rien vous compris. pensez- Alors, plus simplement, Donc attendez, Mais 37 on peut avoir personnes de 3 plusieurs personnes. grands amours aussi. Pourquoi un seul? Ah ben, ça c'est intéressant parce que ça aussi, Absolument. vous le dites, on est passé de 1 à 2 amours de sa vie. C'est-à-dire qu'avant, les gens disaient, j'ai eu un amour dans ma vie, et maintenant, mathématiquement, en moyenne, chaque personne a eu 2 amours dans sa vie. C'est parce qu'on vit plus vieux. On est d'accord, c'est ça, hein? Exactement, grâce notamment à l'allongement de la vie, puis à L'allongement de la vie, ça l'évolution suffit, du- pas d'autres Et allongements. voilà, il y a l'évolution du divorce également. Mais on a aussi travaillé sur la question du pluriamour. Et puis vous avez un petit test dans le livre qui vous permet de savoir si justement vous n'êtes pas plus proche de certains couples comme Émilie du Châtelet et Voltaire qui sont dans le pluriamour. Le trouble, parfois. Pluriamour, c'est quoi? Exactement. C'est polyamoureux, là, les trucs, là. C'est le nouveau mot pour dire que t'es infidèle. Je suis polyamoureux. D'accord avec Tu Anne. fais à Tout à fait autorisé. trois. Ah bah vous, au moins, vous êtes fidèle à vous-même, en tout cas, Anne. Et alors, le nombre de partenaires sexuels, ça c'est intéressant parce que il y a l'amour, mais il y a le sexe. Et en gros, en moyenne, ça je savais pas. Dans les communes rurales, on a 8
9 partenaires sexuels dans toute sa vie, pas plus. Et combien de chèvres? Les hommes. les hommes, vous voulez dire, pas les femmes. Les hommes. Et dans les grandes agglomérations, on est plus près de 10 ou 13, on va dire, relations différentes. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. Là encore, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Hein. C'est tout simplement une loi du marché parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la loi du marché amoureux et la loi du marché économique. Et je précise sur les questions de sexualité que toutes les questions de nombre qui concernent la taille du sexe masculin, beaucoup d'études montrent que, en fait, c'est une question purement masculine qui n'a aucun rapport avec le plaisir féminin. Aussi, non alors. Alors là, écoutez, Excusez-moi, oui. Laissez Anne Roumanoff démentir, elle va vous dire que quand même, un bon gros bazar, c'est pas de refus. Non, il faut pas non plus que ce soit trop gros. Hein. elle aime bien le micro, mais pas quand il s'agit du pénis. Il était peut-être recroquevillé. Non, il était en extension. Ça faisait peut-être froid. Merci, monsieur. Voilà un livre amusant, en tout cas, Mathématiques de l'amour, aux éditions Champs en Sciences. C'est signé Thierry Maugenest et Antoine Oulou Garcia qui a répondu à nos questions avec beaucoup d'humour. Bravo et merci.